Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour David. Bonjour Vanna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, alors Jean-David Lépineux, j'ai fraîchement 48 ans, vous voyez, j'approche de la petite cinquantaine et j'ai la chance d'être le dirigeant et cofondateur de l'entreprise Opinion System. Super. Donc nous allons faire un bond dans le passé afin d'apprendre un peu plus sur votre histoire personnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, ainsi que les valeurs qui vous ont été inculquées ? Bien, alors si on commence par mon enfance, je vais pas vous raconter une histoire dans laquelle j'ai été issue d'une famille modeste et toutes ces choses-là. Non, pas du tout. En fait, j'étais plutôt dans une famille assez confortable avec un papa concessionnaire automobile. Et à son grand regret, je pense, aujourd'hui, j'ai jamais accroché avec l'automobile. Et pour les valeurs qui m'ont été globalement inculquées, puisque vous me le demandez, je vous dirais l'entrepreneuriat, la force du travail, puisque toute ma famille en fait est issue du monde de l'entrepreneuriat, des commerçants. Donc d'un côté, j'avais des grands-parents qui étaient hôteliers, donc hôteliers-restaurateurs. Donc j'ai grandi dans cet hôtel-restaurant et de l'autre côté j'ai des grands-parents qui avaient une supérette qui était plutôt dans le monde de la distribution. Donc tout le monde dans le monde de l'entrepreneuriat et donc naturellement j'ai suivi la route de ma famille. Donc ça a été naturel pour vous de finalement suivre ce chemin-là ? Oui, ça s'est inscrit naturellement et pourtant vous voyez mon frère et ma sœur n'ont pas suivi ce même chemin mais moi en tout cas j'ai suivi ce chemin. On va un peu parler de votre vie professionnelle. J'ai vu que vous aviez un parcours très riche. Vous êtes passé d'une enseigne dans la beauté, donc vous avez travaillé chez L'Oréal. Oui. Ensuite, vous êtes allé dans l'immobilier. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce parcours professionnel ? Alors, tout d'abord, en fait, avant le parcours professionnel, je pense qu'il y a le parcours scolaire. Et quand on parle du parcours scolaire, alors celui-ci, il est un peu atypique, puisqu'on ne peut pas dire que je faisais partie des élèves les plus brillants. Les lycées, mes parents se sont battus avec moi pour tout le côté scolaire, et je pourrais dire que j'ai été diagnostiqué comme étant ascolaire. Voilà, donc quelqu'un qui ne s'intégrait pas dans ce milieu et dans tout le milieu des études. Alors en soi, finalement, c'est pas simple parce qu'en fait, on a une société qui nous pousse vers un système comme celui-ci. On a l'impression que quand on est dans ce rouage et qu'on ne se sort pas de ce rouage, notre vie finalement n'aura pas de belles ouvertures devant nous. Et et donc j'ai eu la chance, en tout cas après un niveau d'études plutôt scabreux, de pouvoir rentrer dans cette firme qui est L'Oréal, qui m'a appris toutes mes bases. Toutes les valeurs du commerce. J'ai véritablement découvert quelque chose qui était hors du commun, avec des gens, contrairement à ce qu'on peut imaginer, extrêmement simples et pragmatiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre le monde des grands comptes, quand vous parlez avec des personnes, tout semble compliqué, des mots savants, qui finalement nous donnerait un phénomène un peu d'infériorité quand on entend tous ces mots savants, alors que chez L'Oréal, dans une très grosse société comme ça, à grosse renommée, tout est simple, tout est pratique, et c'est ça que j'ai retenu de chez eux. Et quel souvenir, justement, puisque cette expérience, elle a semblé très forte pour vous, vous avez de L'Oréal. Quelles sont les choses concrètement que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a aujourd'hui amené là où vous êtes ? D'ailleurs, ils m'ont fait comprendre que je le valais bien. Voilà, ils m'ont déjà fait comprendre ça et c'était déjà énorme, donc ils m'ont fait gagner confiance en moi. Ils m'ont enseigné tout l'aspect marketing très simple du comportement des consommateurs, comment se comporter, comment ils allaient pouvoir consommer encore plus et mieux d'ailleurs. Et ensuite, ils m'ont appris véritablement la vente. Ce que c'était d'aller finalement faire du démarchage. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote sur ça. J'avais le chef des ventes de chez L'Oréal quand il m'a dit tu vas devenir commercial si un jour tu veux faire du marketing. Chez L'Oréal, il faut impérativement passer par commercial pour faire du marketing. D'accord. C'est obligatoire. Par principe, chez eux, ils ne comprennent pas quelqu'un qui fait du marketing sans être passé par le commercial.
D'accord. C'est quasiment impossible. Voilà, c'est dans leur compréhension de l'époque. En tout cas, si vous n'aviez pas touché à un salon de coiffure, à la vente en salon de coiffure, vous n'étiez pas destiné à faire du marketing. Okay. Donc on a un passage comme celui-ci. Moi, mon passage, c'était d'aller rejoindre effectivement le service marketing. J'adorais toutes ces études de comportement. Et le chef des ventes m'a dit, tu vas aller vendre du L'Oréal, mais tu vas être représentant volant pendant 1 an. Ce qu'on appelle un représentant volant, c'est-à-dire que vous faites toute la France. Vous ne savez pas où vous allez et souvent le dimanche soir, le chef des ventes vous appelle en disant le lundi matin, vous partez ici pendant 1 semaine, donc vous pouvez partir à Marseille, à Paris, peu importe, dans tous les endroits de la France, et vous allez sur le secteur d'un représentant, soit qui est en congé maladie, ou venez en renfort chez lui. Mais vous n'allez faire que les prospects. Et donc le chef des ventes m'a dit, tu ne vas ne faire que des gens qui n'ont pas acheté L'Oréal. Et je me rappelle de ma réaction à moi qui était de dire, avec tout jeune, à l'âge de 19 ans, ma jeune réaction était de dire « Mais c'est génial, je vais faire énormément de ventes !» Et pourquoi ? Et il me dit « Pourquoi tu penses ça ?»« Parce que L'Oréal, tout le monde achète. » Il me dit « Tu vois, détrompe-toi. Dis-toi bien une chose, c'est que L'Oréal est tellement connu que quand un coiffeur n'a pas L'Oréal, c'est parce qu'il n'en veut pas. Et il est beaucoup plus compliqué de convaincre un coiffeur de prendre du L'Oréal parce qu'il connaît et il n'en veut pas, que d'être un nouveau labo qui arrive et qui mettrait un bénéfice du doute à un coiffeur pour essayer et tester de nouveaux produits. Vous voyez, donc ça, ils m'ont fait comprendre que la puissance de la marque à un moment donné pouvait se retourner. Quand la marque était tellement connue et qu'on n'en voulait pas, il était beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un qui n'en voulait pas que quelqu'un qui découvrait quelque chose de nouveau. Vous voyez, voilà. C'était intéressant comme c'était vraiment et c'est ça qu'ils m'ont appris. Ils m'ont appris les difficultés de la vente. Ils m'ont appris le fait d'être très adaptable parce que vous partez partout. On vous appelle du jour au lendemain. Vous prenez beaucoup de portes parce que effectivement, il avait raison. Hein, je vous le dis là d'ailleurs. Hein. Voilà, aujourd'hui, plus de 25 ans après, il avait raison. Quelqu'un qui n'en veut pas n'en veut pas. Hein. Voilà, donc la force de conviction, est assez complexe et ils m'ont appris cette fameuse ténacité à raconter ce qu'on appelle une petite histoire pour à un moment donné faire tomber un coiffeur. Ils m'ont appris le sens de la relation parce que c'est la prospection, c'est de la relation dans le temps. Et ils expliquaient chez L'Oréal qu'il fallait faire à peu près 7 passages chez un coiffeur qui ne commandait pas de L'Oréal pour au final commencer à passer un premier bon de commande. Il fallait créer une petite histoire et une relation avec cette personne. C'est ça qu'ils m'ont appris. Très bien, mais c'est très intéressant. Et vous aviez 19 ans à ce moment-là ? Oui. Et vous n'aviez pas peur quand vous a dit d'aller à tel endroit et d'aller vendre ? Vous n'aviez pas peur ? Disons qu'en fait, déjà, j'estimais avoir une chance incroyable parce que je n'ai pas obtenu mon bac. J'avais une chance incroyable de rentrer dans une firme comme celle-ci. Donc, je pense que quand vous rentrez là, vous ne vous rendez pas compte, ou du moins le courage, vous l'avez. Vous ne faites même plus attention tellement que vous êtes content d'être là. Donc, quand ils me disent vous allez là, finalement, vous êtes déjà tellement heureux d'être chez eux. Par rapport aux fameuses études que je venais complètement de rater, que je me suis pas posé ces questions. et d'ailleurs, vous savez quoi, souvent l'environnement dans lequel je travaille, du moins mes collaborateurs, voient chez moi parfois une manque de pas de prise de conscience. Je vous le dirais pas comme ça parce que ça serait mal formulé, mais la mesure du risque. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas tellement de notion de risque. Parfois, c'est-à-dire que quand il faut y aller, j'y vais sans me poser 50 questions. Vous avez fait donc une ascension aujourd'hui dans votre parcours puisque après, vous avez été dirigeant d'entreprise, vous l'êtes aujourd'hui. Donc, est-ce que selon vous, donc vous avez raconté l'expérience de L'Oréal, mais personnellement dans votre éducation avec les valeurs qu'on vous a inculquées, comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours ? Comment vous les avez surmontées ? Alors, des difficultés dans le parcours, ça serait vous mentir que de vous dire que non, parce qu'en fait, des difficultés de parcours, qu'est-ce qu'elles sont ? J'ai envie de dire, elles sont comme les autres. Alors, les valeurs, si je reprends ce que vous me dites dans l'ordre, les valeurs qu'on m'a inculquées, c'était la force de travail, l'envie d'entreprendre, et la notion de risque que je n'avais pas vraiment parce que L'Oréal me l'a enlevé. En fait, cette notion de risque, ils m'ont fait foncer, et m'ont ôté cette notion de risque. Donc, ça m'a permis quoi dans mon parcours ? Ça m'a permis de pas me poser beaucoup de questions. Vous savez, je pars toujours d'un principe assez simple, c'est que mon cerveau est vierge de connaissances. Ça veut dire qu'en fait, d'avoir rejeté, j'ai toujours cette idée reçue qui est peut-être pas une bonne idée en soi. C'est l'idée reçue que le système scolaire aujourd'hui français nous bourre de connaissances.
D'accord, voilà, il nous bourre de connaissances. En fait, voilà, on nous met des connaissances plein la tête, plein de méthodes, plein de techniques et autres. Et quand moi je dois prendre une décision, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai un avantage sur les autres. C'est que je n'ai pas toute cette bible de connaissances dans ma tête. Donc c'est-à-dire que je prends un chemin directement et j'y vais. Vous voyez, une fois, je présentais chez HEC, on m'expliquait justement, on me posait les mêmes questions que vous sur mon parcours, et je montrais une photo. Vous savez, c'était une photo de Tokyo, de la ville de Tokyo, avec une autoroute et plein de routes qui tournaient autour en 8 et autres. Il y avait plein de chemins pour arriver dans cette ville de Tokyo sur une autoroute. C'était bourré de chemins. Et puis après, de l'autre côté, je montrais en fait la route 66 aux États-Unis avec un gars en Harley qui n'avait qu'une route à prendre. Et je disais, vous voyez, ça c'est le cerveau de quelqu'un. À gauche, la ville de Tokyo, c'est le cerveau de quelqu'un qui en a bourré de connaissances. Donc quand il doit prendre une décision, il est obligé d'ouvrir toutes ses bibles et il est obligé d'essayer de prendre la bonne décision. Moi, je n'ai pas toutes ces connaissances, donc j'en prends qu'une. Et ça me permet d'avancer. C'est pas toujours la bonne, mais ça me permet d'avancer. Et donc du coup, ça m'amène aussi à certaines difficultés. Et c'est ce que je dis. C'est ce que je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parfaitement conscience que j'ai atteint à ce qu'on appelle dans la gestion de mon entreprise mon seuil d'incompétence. Et je suis obligé de m'entourer de gens qui ont des connaissances. Parce que moi-même, j'ai atteint mon propre seuil d'incompétence. C'est-à-dire que ma route unique n'est plus suffisante pour faire monter la société là où elle devrait aller. Et donc je suis en train de m'entourer de gens qui finalement ont ces connaissances et je les remets dans un pragmatisme, c'est-à-dire qu'ensemble, on fait un très bon travail. L'association l'association de gens qui arrivent avec des idées nouvelles, avec bourré de connaissances, avec une personne comme moi qui n'est pas bourré de connaissances, mais par contre qui sait prendre des décisions et qui sait avancer, eh bien ça fait une association qui est juste magique. Donc les difficultés, on les rencontre, c'est qu'au départ on prend pas forcément les bonnes décisions. On a failli déposer le bilan de la société 2 fois. Donc j'ai connu tout ce qui était huissier de justice, j'ai connu les banques qui nous fermaient les comptes, j'ai connu toutes ces choses-là. Donc j'ai connu le fait d'aller demander de l'argent à mon père, d'aller me faire aider. J'ai connu toutes ces situations là parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour avancer. Et puis aujourd'hui en fait on grandit, on sort de cette expérience plus grand certainement et avec des valeurs et beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que on sait que la réussite finalement ça tient à pas grand-chose. Du coup, vous êtes quand même venu de loin et au final aujourd'hui vous vous enrichissez avec les personnes qui vous entourent et de vous-même parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais aujourd'hui dans la façon dont vous recrutez, vous excluez justement, vous n'excluez pas, mais vous êtes vraiment dans la richesse personnelle et des connaissances de chacun. Disons que je pars d'un principe, et d'ailleurs je fais la même chose avec mes filles, celle qui est à côté de moi pourrait en témoigner. Je leur dis tout le temps que finalement, même si elles sont dans une forme d'échec scolaire, à un moment donné, on va leur donner une chance parce que il y a ce qu'on appelle, il ne faut pas confondre connaissance, d'accord, les connaissances que j'appelle la culture et l'intelligence. Oui. Je connais aujourd'hui des gens très cultivés qui sont très idiots. C'est-à-dire que vous les mettez face à une situation, ils sont bêtes. Alors je dis pas que c'est tout le monde, bien entendu, heureusement. Il y a des gens très intelligents, très cultivés, mais en tout cas, ça existe. Donc il faut pas confondre les deux. Et donc je vais plutôt prioriser pour se débrouiller finalement dans la vie. Je vais prioriser ce qu'on appelle l'intelligence de situation et pas les connaissances. Les connaissances, celui qui les veut, il pourra les acquérir. Par contre, celui qui n'est pas intelligent ne pourra pas acquérir une forme d'intelligence. Ça, il n'y arrivera pas. Donc je vais chercher cette forme d'intelligence de situation. D'accord. Et du coup, l'expérience dans tout ça aussi, elle est très importante au final, puisque comme vous le disiez, il y a une intelligence de situation que vous privilégiez. Donc, quelle est votre vision de l'importance de l'expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle ? Alors, vous voyez, vous venez de dire une chose importante, c'est que pour moi, l'expérience, elle est plus personnelle que professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, une expérience professionnelle, elle n'indique qu'un parcours que vous avez fait. Mais en aucun cas, elle ne va dire ce que vous allez donner chez moi, si je vous recrute. Okay. D'accord ? Pas parce que vous avez eu un beau parcours avant que vous ferez un beau parcours chez moi. Et par contre, il y a des choses quand on recrute, et ça je pourrais vous en parler, qu'on détecte dans notre parcours personnel. Parce que dans le parcours personnel, on est confronté à de grandes difficultés, on est confronté à de grandes choses, et là vous voyez en fait la personnalité de la personne, et vous voyez ce qu'elle va pouvoir donner. On voit beaucoup plus dans un parcours personnel que dans un parcours professionnel. D'accord. C'est très intéressant. Donc là, on va un petit peu aller dans le secteur de l'immobilier, puisque vous avez été agent immobilier pendant un certain moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre arrivée dans ce secteur ?
Alors, mon arrivée, je vais redire comme je dis souvent dans les conventions de réseau ou autres, je sais pas pourquoi. Voilà. Pas pourquoi vous êtes rentré Non, dans l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivé dans l'immobilier. Vous savez, à un moment donné, quand on a cette chance de rentrer dans une firme comme L'Oréal, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rend pas compte. À un moment donné, on se rend compte de la chance qu'on a quand on y rentre, et quand on est à l'intérieur, malheureusement, on ne se rend plus compte de la chance que nous avons de rester dans cette firme. Et donc, à un moment donné, j'ai quitté L'Oréal pour une raison encore aujourd'hui, 25 ans après, que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi j'ai quitté cette société, parce que j'avais envie d'aller chercher un petit peu plus. J'étais peut-être un jeune fougueux qui voulait un avenir peut-être différent, je ne sais pas. Et puis je me suis retrouvé d'abord en quittant L'Oréal, je pensais rentrer chez des concurrents pour essayer de gagner un peu plus. Et puis finalement j'ai décliné les offres. Je pouvais rentrer chez Vela, le concurrent direct, ou chez Schwarzkopf. Et finalement, j'ai décliné ces offres et je suis allé dans un secteur d'activité qui n'avait rien à voir. En fait, je suis rentré dans la vente d'assurance vie, porte à porte, et j'ai fini au Crédit Agricole où j'ai travaillé pendant 3 ans au Crédit Agricole. Et c'est au Crédit Agricole où je voyais effectivement que dans le système bancaire, il y avait vraiment rien à gagner financièrement. Quand vous êtes vendeur, vous allez chercher finalement le gain. C'est le jeu qui vous intéresse en tant que vendeur, plus que le salaire au final, mais c'est le jeu de la commission. Et je me suis pas retrouvé dans le système bancaire, mais par contre mon boulot à moi au Crédit Agricole était de démarcher les prescripteurs, et donc c'est là que j'ai rencontré des agents immobiliers. Et en rencontrant des agents immobiliers, je me suis dit là il y a un job qui est intéressant. Ça veut dire on peut aller chercher de la forte commission derrière. Le jeu est lourd et est beau. Et voilà certainement pourquoi j'ai pris la décision d'entrer dans l'immobilier. D'accord. Et donc vous avez un profil assez challenger. Vous aimez les défis, vous aimez aller chercher toujours plus haut, c'est ça, enfin si je me trompe pas. Alors toujours plus haut. Dans ma vie personnelle, je suis pas quelqu'un de plus. D'accord, ça veut dire que je suis très heureux avec ce que j'ai aujourd'hui. Même si j'avais plus, je pense que je ne serais pas plus heureux que je ne le suis aujourd'hui. Ça c'est une certitude. Maintenant j'ai passé un autre cap, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des limites. Quand je dis j'ai des limites, j'ai des limites d'objectifs personnels. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, ils vont s'acheter une moto, puis quand ils ont plus, ils vont s'acheter une très grosse moto, puis qu'ils ont encore plus, encore une très grosse. Non. Moi, ce que j'ai me suffit. Vous voyez, voilà, c'est ce que j'ai me suffit parfaitement. Donc, je ne cherche pas le plus. Par contre, maintenant, je vais chercher à faire évoluer les gens qui m'entourent dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je remets l'entreprise en challenge. Je la mets pas pour moi en challenge. Je la mets pour nos collaborateurs et pour nos clients. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne saurais remercier que 2 types de personnes. Ce sont nos clients, pour nous faire confiance depuis plus de 10 ans, et remercier mes collaborateurs qui m'entourent chaque jour, parce que sans équipe, on n'est rien, et sans clients, c'est encore pire. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que le challenge que je vais prendre, il n'est pas pour moi, il n'est pas personnel, il est collectif. Donc c'est un challenge que je vais pousser. Que je pousse vers le haut, et aujourd'hui c'est ça qui me fait avancer. Par exemple, l'avenir de mes filles me fait avancer. Vous voyez, par exemple, si une de mes filles à un moment donné voudra monter quelque chose, elles savent que je serai là pour le faire. Vous voyez, c'est ça, c'est ça ce genre de challenge que je vais pousser aujourd'hui. Et quelle est la plus-value que vous souhaitez apporter justement à vos collaborateurs, à vos clients, et en tant que père justement pour vos filles? Le pragmatisme. D'accord, voilà, ça veut dire que globalement, vous voyez, là dernièrement, j'ai eu des présentations. On m'a présenté une société qui m'a présenté un produit. Il y avait je ne sais plus combien de slides avec dedans, c'était incompréhensible au possible. On comprend pas on ne comprenait rien de ce qu'on essayait de nous vendre, et pourtant on avait l'impression que les gens étaient bien, et je me disais mais mince, soyez plus simple, soyez plus concis. Eh bien voilà, soyez plus concis, arrêtez d'essayer de parler bien pour faire bien. En fait, on peut dire des mots simples tout autant impactants. Voilà, donc et donc c'est ça que j'ai envie d'expliquer, en tout cas les collaborateurs qui m'entourent, et ce que j'explique aussi à mes filles. Faites les choses simplement, avec humilité, et surtout ce que je leur dis toujours, ne travaillez jamais pour l'argent. L'argent n'est qu'une conséquence de ce que vous ferez. D'accord, voilà. Ne travaillez jamais pour l'argent. Ne fixez jamais un objectif financier. Je dis ça d'ailleurs à ma plus grande fille, qui parfois confond. Elle confond, elle se dit que la réussite, c'est l'argent, en fait. Non, la réussite, c'est la construction. L'argent n'est qu'une conséquence de ça. Tant mieux si on en a, parce que tout le monde en a besoin. C'est une certitude et on ne crachera pas dessus. Mais c'est vraiment une conséquence. Alors pour vous, quelle est la définition de la réussite, justement ? La définition de la réussite, c'est déjà d'avoir atteint ses propres objectifs personnels. D'accord, voilà, il y a des gens en fait, terminer à 17h tous les jours et être propriétaire d'un appartement,
c'est un objectif. Et ils ont réussi pour eux. D'accord? Donc je pense que la réussite, elle est personnelle à chacun. Moi, ma réussite, je la qualifiais, je la qualifiais pour avoir monté une entreprise et faire vivre des gens, donc des familles. C'était ça. Voilà, c'était ça pour moi ma réussite. Donc aujourd'hui, j'ai 75 personnes 75 personnes en tant que salariés. On atteindra prochainement les 100 dans les 18 mois à venir. Voilà, les 100 salariés. Donc c'est ça ma fierté. Voilà, c'est de me dire que chaque matin quand je viens, eh bien, on nourrit un nombre de familles qui sont là. On permet à des gens de réaliser des projets. Je pense que c'est ça pour moi, c'est ça la vraie réussite. Mais ça engendre aussi de grandes responsabilités. Parce que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, ou quand vous prenez des décisions pour l'entreprise, quand j'étais tout seul au départ et que nous étions 3 avec mon frère, parce que mon frère m'a aidé à monter l'entreprise, et mon associé canadien qui est toujours le cofondateur d'Opinion System qui est au Canada, quand je prenais des décisions, en fait, je n'embarquais que 2 personnes avec moi. Là, j'en embarque 75. Donc, c'est-à-dire que mes décisions sont moins fougueuses qu'elles ne l'ont été à l'époque parce que le risque est plus fort. Je ne veux pas faire prendre de risques aux personnes qui m'entourent. Et du coup, ça vous met une certaine pression parce que vous prenez justement cette responsabilité très à cœur. Oui, c'est certainement ce que je vis le plus mal. C'est certainement la chose la plus complexe que je puisse que je puisse rencontrer dans ma carrière. C'est des prises de décision parce que pour Opinion System, je vais prendre prochainement une décision qui va être extrêmement dure et je vais certainement prendre le risque le plus haut de la carrière d'Opinion System. C'est pour offrir à nos clients, je vais faire renaître Opinion System. D'accord. Voilà, et on a pris cette décision de faire renaître en 2022 et une renaissance totale. Totale du projet, du produit, pour offrir à nos clients, les remercier de leurs 10 ans et dire aux collaborateurs, je vous réécris les 10 prochaines années. Okay. Et ça, c'est un risque que je vis pas très bien, mais ça fait 2 ans et demi que je sais qu'il faut que je le prenne. Donc j'aurais pris 2 ans et demi de préparation. D'accord. Et du coup, on va parler un peu de Opinion System, justement. Donc, vous êtes le cofondateur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise, nous la présenter? Oui, bien sûr, si je vous présente Opinion System en 2 mots, alors voilà, je l'ai cofondé maintenant il y a plus de 11 ans, on a passé nos 10 ans l'année dernière, Opinion System, l'idée de départ, et qui reste l'idée de départ, on ne l'a pas changé d'une virgule, c'était en fait d'écrire des moments de vie. Donc on a écrit 4 gros moments de vie, j'ai envie de dire, et d'offrir à des particuliers la possibilité de se référer à des professionnels sans prendre de risques sur les 4 grands moments de vie. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, le premier moment de vie, on est parti d'un jeune qui a 18 ans. Et le premier risque qu'il va prendre dans ce qu'on appelle une prise de décision qui est anxiogène, c'est le permis de conduire. Pourquoi ? Parce que les parents, le permis de conduire, le prix d'appel est à environ 1 000 euros. Et au final, il va se terminer entre 2 000 et 2 500 euros. Et 2 000 et 2 500 euros, une famille moyenne française n'a pas les moyens de payer ça, donc fait très souvent recours à des prêts. Donc la première crainte que nous avons, c'est de dire dans cette auto-école, pour combien je vais en avoir. Alors ça ne dépend pas que de l'auto-école, ça dépend de l'élève. Vous savez, parfois on dit bien qu'on ne peut pas faire d'un poney un cheval de compétition. Oui. Donc voilà, donc ça dépend de ça. Donc ça veut dire nous avons sélectionné ce premier moment de vie de ce jeune qui a 18 ans, de se dire il faut qu'on fasse des avis clients pour que les parents puissent se repérer et faire le choix d'une bonne école et qu'ils soient sûrs que l'auto-école qu'ils vont prendre soit la bonne. C'est ça le premier moment de vie. Deuxième moment de vie, on s'est dit que ce jeune, eh bien, en fait, il grandissait, il avait son permis de conduire, et puis il allait avoir des études supérieures. Alors c'est pareil, les études supérieures, les parents, c'est des 5, 10 ou 15 000 euros par an, parfois. L'école, et les parents veulent faire bien pour leurs parents. Il y a des gens qui se saignent pour leurs enfants. Et donc, s'ils doivent se saigner pour leurs enfants parce que c'est leur plus belle réussite que de faire réussir leurs enfants, eh bien, ils ne doivent pas se tromper d'établissement. Donc, on s'est dit que nous serions présents sur les centres de formation. Et puis, ce jeune, il a son permis de conduire, il a ses études supérieures en poche, mais il va être confronté à l'immobilier. Et donc, comme il va être confronté à l'immobilier, c'est un autre moment de vie qui s'offre à lui, c'est le 3e. Et ce 3e moment de vie, on doit être présent aussi. Donc, on avait le choix d'être présent dans tout ce qui était immobilier, transactions immobilières, construction de maisons individuelles, d'accord ? Donc, tous ce secteur qui touche à l'immobilier.
Et puis après, ce jeune va avoir finalement des enfants, il va faire garder ses enfants, et puis il va avoir des parents qui vont vieillir, et puis on va aller en maison de retraite, et donc on va s'adresser au service à la personne. Et donc voilà, c'est notre 4e et dernier moment de vie. Avant, nous en avions fait 5. C'est la seule chose que j'ai changé dans le parcours, c'est que j'ai réuni le 4e, la garde d'enfants, et les maisons de retraite dans le même secteur et moment de vie qui s'appelle pour nous le service à la personne. Voilà Opinion System. Ce que c'est d'offrir des avis clients à des moments de vie qui sont cruciaux pour lesquels on n'a pas le choix, on n'a pas le choix que de faire un mauvais choix de professionnel. D'accord, voilà. On n'a pas le droit de se tromper sur le professionnel, sinon les risques financiers peuvent être importants ou les conséquences peuvent être importantes. Pour vous, aujourd'hui, un avis client, à quel point est-il important, que ce soit du côté de l'entreprise ou justement des consommateurs ou des personnes, par exemple les parents qui voudraient choisir une école aujourd'hui pour leurs enfants, quelle place a cet avis client pour vous? Alors, quelle place? Alors, il a une place de plus en plus forte. Certainement pas assez encore. C'est pour ça qu'on est en train d'écrire la suite. Mais aujourd'hui, un avis client, s'il est contrôlé, d'accord, par un organisme, et l'organisme, son processus de contrôle est certifié, ce qui est notre cas, on pense lui apporter une véritable valeur auprès d'un particulier qui aurait un choix à faire. Donc, et il n'y a pas meilleure publicité, au final, qu'un vrai retour d'expérience pour orienter les personnes. Donc, la valeur que je leur apporte, elle est aujourd'hui relativement forte. D'accord. Très bien. Donc, selon vous, est-ce qu'on peut toujours se fier aux avis clients qu'on cherche sur un produit ou bien un service? Non, bien sûr que non. Je veux dire, même nous les premiers, je pense qu'il est impossible pour n'importe quel organisme qui fait de l'avis client de garantir 100% d'avis authentique. D'ailleurs, nous, notre processus de contrôle l'écrit sur notre site internet, on garantit 95% d'indice de confiance. Le 100% n'existe pas. Voilà. Mais par contre, voilà, on limite le périmètre des faux avis et tous les processus qui sont normés, puisqu'on est le seul en Europe à avoir une triple certification ISO pour faire de l'avis contrôlé et de garantir et délivrer une information authentique auprès du grand public. Eh bien, même là, vous pourriez avoir quelques petits travers et ça équivaut à peu près à 5%. Bon, là, on va parler de votre rôle personnel en tant que dirigeant. Aujourd'hui, quel est votre rôle au sein de l'entreprise? Vous m'avez parlé de responsabilité et vous pouvez aussi nous parler du processus de recrutement d'ailleurs chez Opinion System, qui est assez qui est différent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, si déjà je réponds à mon rôle chez Opinion System, j'ai envie de dire mon rôle est de moins en moins important. Et pourtant de plus en plus présent. Quand je dis moins en moins important, c'est-à-dire que dans l'opérationnel, je suis bien remplacé. Donc j'ai des personnes qui me remplacent, qui font le travail que je faisais avant, certainement mieux que moi aujourd'hui. Et j'en suis vraiment content et c'est ce qui fait toute ma fierté. Et quand je dis que je vais être de plus en plus présent, eh bien c'est que la nouvelle écriture d'Opinion System va m'imposer de revenir, parce que depuis quelques années, je formais les équipes. Pourtant, je suis pas le meilleur formateur, croyez-moi, et vous le direz. Mais en tout cas, je transmettais. Je transmettais le savoir et ce que je souhaitais pour dire, je vais pouvoir prendre un moment un petit peu de recul, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait qu'on change le modèle. Donc, ça veut dire que ça va me remettre un peu plus présent pendant les prochaines années à venir, pour le bonheur ou le malheur de certains. Mais enfin, en tout cas, je vais être un petit peu plus présent. Donc, mon boulot à moi concrètement aujourd'hui, eh bien, c'est de m'assurer du développement commercial de l'entreprise et de m'assurer surtout de la stratégie de l'entreprise et le maintien de nos clients, de la fidélisation de nos clients et surtout leur apporter l'avenir. Il y a 10 ans ou 11 ans, nous étions arrivés avec une solution qui était novatrice. Cette solution l'est de moins en moins et il faut arriver à apporter une suite à tout ça. Et comment est-ce que votre entreprise et du coup, vous allez préparer demain en fait? Comment est-ce que Opinion System va se préparer à demain? Vous savez, en fait, c'est assez simple. Quand vous vous préparez, se préparer à demain, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est repenser une idée complètement nouvelle. Et ça, il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire et j'espère que nous avons cette capacité de le faire. C'est-à-dire qu'on a créé un produit numérique. Il a environ une dizaine d'années devant lui. Et c'est comme un produit, à un moment donné, se périme.
Quand je dis se périme, c'est-à-dire que les gens s'en lassent un peu. Et je pense qu'on arrive aujourd'hui, que ce soit dans le monde de l'immobilier ou autre, à une forme de lassitude des avis clients, parce qu'il y en a un peu partout. Si vous avez aujourd'hui une entreprise Vana qui vient vous dire j'ai une idée révolutionnaire, je fais des avis clients pour ça. Bon, rien que le mot avis client n'est déjà plus révolutionnaire en soi. Et puis ensuite, vous avez une concurrence qui est arrivée. Nous étions les premiers. Alors d'ailleurs, je suis en train de mentir, parce que le premier, c'était pas Opinion System, c'était Je Note l'agence en 2008. Quelqu'un qui avait une belle idée de noter les agences immobilières avec un site. Juste en fait, il n'avait pas pris le bon modèle et le bon schéma pour le faire. Ce site, malheureusement, n'a pas perduré. Et pourtant, je salue celui qui avait eu l'idée au départ de ce site. Et après, la concurrence arrive. La concurrence avec une stratégie qui est différente au départ. D'accord, vous en aviez un, il voulait être TripAdvisor de l'immobilier. C'était une bonne idée. C'était un peu comme je note l'agence. Il voulait être le TripAdvisor de l'immobilier. D'autres qui arrivent, qui expliquent en fait maintenant ils vont tout révolutionner avec Google. En fait, il y avait plusieurs stratégies et tout le monde arrive sur la même. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait qu'on se renouvelle. Quand je dis tout le monde arrive sur la même, c'est-à-dire que celui qui voulait faire le TripAdvisor d'immobilier, il a complètement abandonné son projet. Parce que TripAdvisor, c'est avoir un site à soi et ensuite garder les données pour soi et faire venir les particuliers. Alors qu'Opinion System, ça a été l'inverse d'un TripAdvisor. C'était de collecter les données pour les redonner au portail. Donc on ne voulait pas être un TripAdvisor de l'immobilier par exemple. On voulait collecter les données pour les redonner au portail partout où les prospects de nos clients sont. Vous voyez, c'est très différent comme positionnement. Et donc, a priori, notre positionnement était le bon parce que les compétiteurs, comme on dirait au Québec, qui sont en face de nous, ont pris maintenant le choix de faire exactement la même stratégie que nous. Donc, comme nous avions de l'avance sur eux, nous allons continuer à en prendre. Et c'est pour ça qu'on va réécrire. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on arrive à une forme de produits périmés au bout de 10 ans, parce que quand tout le monde fait à peu près la même chose, ça n'offre plus aux clients une expérience intéressante, puisque c'est une expérience copiée. Est-ce que Opinion System a souffert de la crise sanitaire, puisque là on en sort tout doucement, que vous allez écrire les 10 ans, et est-ce que Opinion System a souffert de la crise sanitaire, a rencontré des difficultés, au contraire justement il y a trouvé des opportunités? Alors, souffert de la crise sanitaire, je sais pas qui n'en a pas souffert. Mais en tout cas, alors déjà moralement, plus que financièrement. Voilà, on en souffre d'abord moralement avant d'en souffrir financièrement. En tout cas, on a mobilisé des forces. J'ai pas mis tout le monde en chômage partiel. On a fait une première action. C'était déjà d'appeler tous nos clients pour savoir comment ça se passait. D'accord. Donc j'ai gardé une grosse partie de l'équipe fidélisation avec nous pour voir comment nos clients allaient. Je n'ai pas trouvé d'opportunité dans ce marché de crise sanitaire, mis à part de tenir. Voilà. Être opportuniste dans un marché en crise sanitaire comme nous avons vécu, ça fait pas partie de nos valeurs. Et ça faisait pas partie en fait ni de la stratégie Opinion System ni autre. Bon voilà, donc je dirais qu'on en a plus souffert que trouver des opportunités. D'accord. Alors, en tant que leader, en tant que dirigeant, je voulais vous demander pour vous, qu'est-ce qu'un bon leader, qu'est-ce qu'un bon dirigeant d'entreprise, voilà, un bon manager. Alors, un bon manager, si vous voulez, c'est tout sauf moi. parce que je ne suis pas un bon manager et je le sais. En tout cas, j'ai conscience. Voilà, j'ai conscience de ça. J'occulte beaucoup de choses. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de s'isoler et qui doit être capable de penser au renouvellement de son entreprise pendant que d'autres travaillent dans l'opérationnel de cette entreprise. C'est ça pour moi un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui va transformer ses idées et quelqu'un qui va convaincre son entreprise de pouvoir le suivre dans ses idées. Ça c'est un bon leader. Manager, c'est encore un autre métier. C'est de motiver, c'est d'être capable de motiver les troupes et autres. Et pour ça, j'ai des personnes qui le feront bien mieux que moi. D'accord. On va basculer maintenant vers une vision plus futuriste, puisque notre podcast s'intitule Avenir. Est-ce que déjà, en premier lieu, vous pouvez nous parler, vous en avez un peu parlé je pense, mais de l'événement de vie ou du projet que vous avez réalisé personnellement ou professionnellement, dont vous êtes le plus fier? Ce dont on est le plus fier, je pense que c'est toujours ses enfants au départ. Hein. Voilà, c'est la première chose. Voilà, sur ce que mes filles font, la façon dont elles deviennent, ce qu'elles deviennent en tout cas. Moi, je suis très fier de ce qu'elles font.
Ça c'est voilà, ça c'est un point, voilà, c'est un point qui est important. Et après, ce dont je suis fier, c'est d'avoir mené à cette entreprise avec autant de salariés, d'être capable de distribuer tous les mois des salaires à des personnes et qu'ils puissent avoir des projets. Je pense que c'est ça dont je suis le plus fier. Super. Du coup, après nous avoir parlé de ce projet dont vous êtes fier d'avoir réalisé, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet professionnel ou personnel dont vous rêveriez ou que vous souhaiteriez réaliser? Oui, alors j'aimerais être pilote d'hélicoptère, vous voyez. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose un jour que je ferai. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. En tout cas, le pilotage, voilà, le pilotage m'attire énormément. Et j'aurais toujours voulu avoir un pied-à-terre à l'étranger. J'aime beaucoup les États-Unis. Donc ça fait partie effectivement d'un projet que j'aimerais avoir. Avoir un pied-à-terre pendant pas mal de mois à l'étranger. Ma vie, j'aimerais bien plus tard pour ma retraite faire quelques mois à l'étranger et quelques mois en France. Voilà. On va parler un peu d'immobilier. Pour vous, à quoi ressemblera l'immobilier de demain? Puisqu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de changements. À votre avis, à quoi ressemblera l'immobilier de demain? Je pense que l'immobilier de demain, il ressemblera à l'immobilier d'il y a 20 ans, avec de nouvelles technologies. Pourquoi est-ce qu'il va ressembler à l'immobilier d'il y a 20 ans? Notre directeur marketing chez L'Oréal nous disait toujours que dans notre vie, on ne vivra que 3 révolutions technologiques. Point. Tous les autres ne seront que du réchauffé. C'est-à-dire qu'en fait, on réinventera rien. Et 20 ans après, alors vous voyez, d'ailleurs, ce monsieur est toujours en vie et je le félicite de ce qu'il disait. Rien que si vous regardez les émissions télé, c'est exactement ce qu'il avait dit. Vous voyez qu'en fait, il y a très peu de temps, ils ont fait Star Academy 20 ans après. Là, ils sont en train de refaire Star à domicile 20 ans après. Donc c'est ce qu'on revoit en émission sur TF1. Donc en fait, on ne nous fait que du réchauffé, on n'invente plus grand-chose au final. Et l'immobilier, je dirais même encore plus, parce que c'est une question d'homme. Et on ne remplacera jamais un homme sur le terrain qui va au contact des gens. Donc on va le doter d'outils. D'ailleurs, tous les opportunistes dont vous avez parlé tout à l'heure, les ont abreuvés de digital et ont tenté de les faire bifurquer de chemin sur le digital. Certains agents immobiliers sont tombés dedans complètement et ils se sont perdus pour l'avenir, parce que l'avenir n'est plus au digital. L'avenir est à la relation humaine dans l'immobilier. Il n'y a que la relation humaine qui fera le reste. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de digital, hein. C'est simplement en fait que quand on pense en tant qu'agent immobilier que d'avoir des leads vendeurs en ne pensant qu'à s'inscrire sur des sites d'estimation en ligne, avoir ses acheteurs en pensant en étant dépendant de portails ou en pensant que ces vendeurs vont venir parce que on a quelques avis sur Google My Business, si on pense que tous nos clients vont venir grâce au numérique, alors à ce moment-là, ils ouvrent la porte à une chose qu'ils détestent, c'est à une énorme concurrence. Parce que ce que je fais en numérique, n'importe quel concurrent est capable de le faire. Et parce que je ne fournis aucun effort, et ce n'est pas ma personne qui fait la différence, c'est juste une question de moyens pour abreuver Google d'AdWords par exemple, faire du référencement en payant très cher et autres. Eh bien à un moment donné, c'est juste une guerre de moyens et puis une guerre de relations. Et auquel cas, ils sont toujours en train de dire qu'il y a trop d'agents immobiliers en France. Eh bien en raisonnant comme ça, et en raisonnant digital, je pense qu'on ouvre encore bien plus la porte à d'autres, puisque ça donne l'image d'un métier plutôt facile. Alors que quand vous faites ce métier, c'est vraiment la grande difficulté, c'est d'être connu et reconnu sur son secteur. Et je connais très peu d'agents immobiliers aujourd'hui qui sont connus et reconnus sur leur secteur quand ils passent, qu'on les appelle, qu'on leur tape sur l'épaule, qu'on vienne les voir. Comme des publicités de grands réseaux qui ont fait, on voyait à un moment donné un agent immobilier qui était très local, il connaissait tous les commerçants et autres. Je pense que ce réseau ne pouvait pas mieux représenter l'agent immobilier de demain. Voilà, c'est vraiment celui-ci. On le disait il y a 20 ans, c'est encore plus vrai demain. D'accord. C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites, puisqu'au final, vous n'êtes pas trop pour cette vision de l'agent immobilier connecté, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'agent immobilier de demain, ce sera l'agent immobilier connecté qui sera que dans le digital. Vous êtes vraiment dans la relation humaine. Et comment voulez-vous vous savez, vous m'avez présenté au début, Vanna, votre outil qui permettait de détecter j'ai découvert qui permettait de détecter en fait sur un secteur que vous choisissez tous les propriétaires dedans.
qui va les appeler ces propriétaires? Qui va aller les voir? C'est pas l'intelligence artificielle. C'est pas elle qui va leur parler pour faire une mise en vente, d'accord? C'est bien une personne humaine qui va se déplacer. Donc ça veut dire que je dis pas que l'agent immobilier ne sera pas connecté, parce qu'il est obligé d'avoir des outils de connexion, d'accord? Mais on va le remettre sur le terrain, vraiment et très sérieusement, parce qu'aujourd'hui on se laisse aller, on attend, d'accord? On recrute moins dans les agences immobilières et on se repose sur le digital. Ça, c'est une erreur drastique. Et donc maintenant on va se servir d'outils digitaux comme vous proposez et on va aller les rencontrer. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, là par exemple, si je prenais votre outil Télescope avec un agent immobilier, eh bien, on a un agent immobilier qui est connecté, mais qui va aller faire un job de terrain. Donc il va prendre votre outil et il va aller frapper à la porte du propriétaire que vous avez détecté vous pour voir et tisser une relation avec lui. C'est ça le job. Et c'est celui-ci qui changera pas. Donc il est connecté avec des outils qui vont l'aider à détecter les relations qui vont pouvoir vendre. Mais il va falloir qu'il aille chercher cette relation, sinon un autre passera devant lui. D'accord. Et donc du coup, j'arrive à ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'avenir ? Alors sur ma vision de l'avenir, encore une fois, vous savez, c'est comme tout. À un moment donné, quand on en fait trop, on met un rejet. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Opinion System ne participe pas à ce qu'on appelle la PropTech, parce qu'on ne s'estime pas être une technologie pure. Pas du tout. Nous, c'est 60% ou 70% de gens humains chez Opinion System qui appellent, qui coachent les agences et autres pour 30% de technologie. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, on ne va pas se laisser, on va pas se laisser embarquer dans toutes ces choses-là. Donc pour moi, l'avenir de la façon dont je le vois, eh bien, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure en une forme de conclusion. C'est le digital au service des gens. Ça va être ça, ça va être ça l'avenir. On ne passera pas à côté de ça. Vous voyez, aujourd'hui, une application de téléphone, Steve Jobs, quand il les a lancés en 2007 et 2008, quand il a lancé ça, eh bien, derrière, il faut bien un être humain qui fasse jouer tout ça et qui joue avec ses doigts dessus. C'est pas l'intelligence artificielle qui commande encore pour ces personnes. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retrouve un petit peu tout cet esprit, qu'on arrive à cohabiter entre les relations humaines et les connexions, on va dire, technologiques, tout ça qu'on cohabite. Et je dirais que l'avenir, c'est plutôt la human tech et pas la prop tech. Voilà. C'est un beau terme. Bah, écoutez, merci beaucoup Jean-David. Pour cet échange, c'était très enrichissant et très intéressant. Et on vous souhaite le meilleur pour le reste. Merci Vanna, merci de m'avoir invité en tout cas. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.